Ravi de nous retrouver une nouvelle fois. En tout cas, c'est le cas pour Marc Trévidic et moi. Et ravi d'accueillir Carla Nagel. Je vous les présente tous les deux. Carla donc vient de Belgique. Nous sommes heureux de la recevoir. Elle est docteure en criminologie au Centre de recherche sur la pénalité, la sécurité, les déviances et l'Université libre de Belgique. Pour notre sujet, dont vous avez le titre déjà, je pense, démocratie, lobby et corruption. Marc Trévidic est magistrat. Il était jusqu'en 2015, vous le savez sans doute, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris. Il est aujourd'hui président de la chambre de la cour d'appel de Versailles. Des années peut-être un peu plus paisibles, on va le dire comme ça, 10 années, comme vous le savez, au pôle antiterroriste de grande instance de Paris, où il a été confronté à des affaires extrêmement sensibles, dont il fait le récit d'ailleurs dans des ouvrages passionnants et qu'on devrait retrouver sur la table dont a parlé François, et même un roman. Il y a le roman sur la table, je ne sais pas, mais enfin il y en a eu un. J'ai pas regardé sur la table. Il y en a eu un aussi. D'un mot, Marc, peut-être, à moins que vous ne le souhaitiez pas, un mot sur la radicalisation qui a été votre sujet si longtemps et la nouvelle menace terroriste à laquelle nous assistons avec l'attentat de Londres. On fait un petit point d'actualité très rapide. Ouh là là, si vous le souhaitez. Londres, il se passe exactement la même chose que chez nous, c'est-à-dire des individus isolés en fait, qui passent à l'acte avec des couteaux de façon complètement pulsionnelle. Donc c'est exactement la même chose. C'est intéressant par rapport à ce que disait Mohamed Sifawi, c'est-à-dire que alors qu'on a des façons de traiter l'islam complètement différents, la Grande-Bretagne et nous, on est confrontés quand même au même problème. Eux, ils ont joué le communautarisme, au contraire, admettant le voile, toutes ces choses-là, pas du tout de laïcité dans l'approche, et ils se retrouvent également avec des extrémistes et du terrorisme, et nous, c'était laïcité, et on a, au bout du compte, les deux systèmes ont amené au même résultat. Et un phénomène de radicalisation qui continue de vous inquiéter, comme vous l'avez souvent souligné. Pas que moi, manifestement. Et vous n'êtes pas le seul, bien sûr. Alors, notre sujet, donc, démocratie, lobby, corruption, on va faire un pas de côté par rapport à ces sujets-là, évidemment. J'ai peut-être envie de commencer par vous demander à chacun, puisque c'est notre thème, il était une fois la démocratie. Comment l'entendez-vous, ce mot de démocratie? Commençons avec vous, Carla Nagel. Alors, pour moi, la démocratie, c'est un système qui est né vers le XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, et qui a permis une séparation des pouvoirs, ce qui me semble important. L'idée était quand même que le peuple puisse s'exprimer et, en tous les cas, participer activement à la direction du pays, même si c'était relativement marginal, puisqu'on est passé par des systèmes qui étaient des votes censitaires. Tout compte fait, le vote universel ne date quand même pas de si longtemps que ça. Les femmes n'ont pas eu le droit de vote jusqu'en 1948 en France, je pense. En Belgique, c'est encore plus tard. Donc, la moitié des citoyennes ne sont citoyennes que depuis peu. Il me semble qu'en effet, c'est vraisemblablement le meilleur système ou le pire système, à défaut d'autres choses. Et il me semble que les sujets d'aujourd'hui, le lobbying, la corruption, la démocratie, sont intimement liés, puisque le lobbying, comme la démocratie, quelque part, sont des mécanismes, comme la corruption plutôt, sont des mécanismes qui visent à favoriser des intérêts privés, des intérêts particuliers, au détriment de l'intérêt collectif que le politique, mais aussi le politique au sens large, c'est-à-dire les trois pouvoirs, que ce soit l'administration, l'exécutif, le gouvernement, le législateur évidemment, mais aussi évidemment le judiciaire et les juges, les magistrats, sont censés incarner. Oui, et l'un et l'autre de ce que vous avez cité, en tout cas c'est dans vos travaux, concerne plutôt les cols blancs, sociologie des élites délinquantes. C'est un travail que vous avez fait avec Pierre Lascoum, que l'on connaît bien en France, juriste et lui aussi sociologue. Marc Trévidic, votre définition de la démocratie, je ne suis pas sûre que toutes celles qui ont été données hier vous ont suffi satisfait. D'abord, je remercie Rencontre de Cannes, je commence toujours par ça, et François Lapéroux, et notre traductrice en langue des signes. C'est vrai. Effectivement, parce que la démocratie, c'est beaucoup d'ingrédients différents. On peut en parler indéfiniment. Mais ce qui vient d'être rappelé, c'est que, à la base, c'est d'abord reconnaître que le pouvoir vient du peuple et non pas de Dieu.
et organiser, créer un système qui organise la transmission par le peuple, la délégation de ce pouvoir à des dirigeants, mais aussi organiser la façon dont le peuple va se prémunir des dirigeants qu'il a désignés. Et c'est là que c'est très important, c'est-à-dire avant tout, c'est un système qui permet qu'il n'y ait pas une confiscation du pouvoir et que le peuple ne soit pas opprimé par ses dirigeants. Et c'est là que la séparation des pouvoirs est essentielle et que c'est là que Montesquieu disait qu'il n'y a pas de démocratie sans constitution, qu'il n'y a pas de démocratie sans séparation des pouvoirs. Donc on va confier le peuple à quelqu'un, mais il faut à tout prix qu'on ait quelque chose au-dessus de ces dirigeants-là, une constitution qui garantisse qu'il ne va pas en mésuser contre son propre peuple, c'est d'avoir une protection du peuple contre ses dirigeants. Alors c'est ce qui va nous occuper sur ces deux débats d'ailleurs, puisqu'on va parler après des acteurs économiques, et ça revient à la même chose, c'est-à-dire où est le contrôle, jusqu'où va-t-on, est-ce qu'on va trop loin, est-ce qu'on protège assez. L'exemple sur lequel vous souhaitez vous exprimer, Marc Trévidic, mais pas tout seul, c'est la question des lanceurs d'alerte, qui est extrêmement actuelle. Je voulais finir sur le sujet, qu'on comprenne bien le lien entre la corruption et la Exactement. démocratie. C'est que le sujet, parce que ça va directement là-dessus, la corruption, en fait, c'est le symptôme d'une maladie de la démocratie. La séparation des pouvoirs est censée faire en sorte que personne ne monopolise le pouvoir et que chacun des pouvoirs se contrôle, judiciaire, législatif, exécutif. Donc personne ne peut trop mal user du pouvoir. Et quand une société a beaucoup de corruption, c'est le signe que ce contrôle ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le judiciaire n'arrive pas à contrôler le respect de la loi par le pouvoir exécutif, que le législatif vote des lois dans l'intérêt général, certes censées être dans l'intérêt général, mais que ces lois ne sont pas appliquées. Donc, quand il y a un phénomène de corruption, on a directement le symptôme d'une maladie de notre démocratie. Et à la limite, si la corruption est partout, eh bien, il n'y a plus de démocratie du tout. On se retrouve dans un régime, comme on connaît, des dictatures, qui ne vit que de la corruption du haut de l'échelle à en bas de l'échelle. Donc l'encadrement est extrêmement important et on va y revenir avec la question des lanceurs d'alerte, le contrôle. Carla Nagel, de votre côté, sur ce point précis du contrôle, justement, qui peut être au-dessus d'une démocratie bien constituée. Alors, je pense que les garde-fous que le système démocratique essaye de s'imposer sont en même temps sa faiblesse. En même temps, je pense qu'en dictature, c'est évidemment beaucoup plus difficile de contrôler le pouvoir, mais en même temps, en démocratie, le contrôle exercé est souvent diffus, et quand il n'est pas assez diffus, il est souvent concentré dans des mains qu'on ne connaît peu ou qui sont peu visibilisées. Donc ça me semble difficile de réfléchir à la question évidemment, nous avons une constitution, nous sommes censés la respecter, mais dans quelle la liberté et la sécurité ont toujours été quelque part en tension. C'est-à-dire à quel moment nous pouvons la contester, au fond, à quel moment nous avons le sentiment qu'elle ne répond pas à ses objectifs ou qu'elle ne nous protège pas assez. Je pense que les barrières se déplacent de manière très subtile et qu'on accepte entre autres, et bon, ça c'est le sujet que l'autre intervenant maîtrise évidemment sur le bout des doigts, qu'on accepte des mesures de sécurité qui sont en fait des mesures qui sont intentatoires à nos libertés personnelles. Contraignantes. Mais puisque ça se fait de manière assez diffuse et pour le bien commun, les barrières sont de plus en plus poussées vers les extrêmes sans qu'on s'en rende nous-mêmes compte. Et je pense qu'il y a un ensemble de lois liberticides qui vraisemblablement passent de manière assez aisée, sans qu'on prenne la mesure de ce qu'elles pourraient peut-être avoir comme conséquence si elles étaient mal utilisées. Prenez un exemple. Chez vous, chez nous, puisque vous êtes belge, on peut aussi... Alors, en Belgique, nos deux pays sont très voisins et pas forcément sur les mêmes bases. Je vais vous donner un contre-exemple, ou un exemple qui devient un contre-exemple. En Belgique, nous avons, j'imagine qu'en France aussi, tout un arsenal de mesures qui sont à la disposition du juge d'instruction pour, s'il soupçonne des activités terroristes, pour pouvoir contrôler des groupes particuliers. Donc, par exemple, les mettre sous écoute téléphonique, avoir ou avoir recours à des indices, etc. Et en fait, on se rend compte que les groupes qui sont mis sous contrôle ne correspondent en réalité pas à la définition de ce que nous, on pourrait entendre par un groupe terroriste.
Et ça a été, et ça grâce au pouvoir judiciaire justement, ça a été démonté lors d'un procès récent où des jeunes activistes du mouvement vert, qui avait été extrêmement actif dans les années 90 et 2000, et avaient en effet posé des actes. Ils avaient fait incendier, je pense, une banque, etc. Dégradation et autres, oui. Pendant 2-3 ans, ils avaient été actifs sur le territoire belge, étaient donc poursuivis 10 ans après pour des actes terroristes. En 10 ans, évidemment, votre vie change, vous avez une famille, des enfants, etc., un travail. Donc, vos déboires de jeunesse sont quelque part forts derrière vous. Et en fait, toute la défense a consisté de dire que les preuves qui avaient été récoltées ne l'avaient été que parce qu'on était parti d'un mauvais présupposé, que c'était des terroristes. Or, si on admettait que ça ne l'était pas, ce que la défense plaidait, on ne pouvait pas utiliser toutes les preuves qui avaient été récoltées. Tomber dans ce cas-là. Donc là, je trouve que c'est un bel exemple de, en même temps, un pouvoir judiciaire qui a à sa disposition un ensemble d'outils qui lui permettrait de faire des choses qui potentiellement peuvent porter atteinte à la liberté d'individus, et en même temps un pouvoir judiciaire qui défend. Oui, mais qui peut aller un peu loin. Marc Trévidic, sur cet exemple précis, vous en avez rencontré de semblables? Non, mais parce qu'on allait parler des lanceurs d'alerte. Le problème, c'est de donner beaucoup de pouvoir à des personnes qui vont après l'utiliser un peu comme elles veulent s'il n'y a pas de contrôle. J'en reviens toujours au problème de séparation des pouvoirs, c'est le contrôle. On sait très bien que à partir du moment où on donne beaucoup de pouvoir à un individu, à moins que ça soit un saint ou quelqu'un de particulièrement remarquable, le risque est inhérent à ce pouvoir qui corrompt en lui-même, parce qu'on parle de corruption pot de vin par quelqu'un qui verse de l'extérieur au pouvoir pour obtenir une décision, mais le pouvoir en lui-même corrompt, c'est-à-dire ça c'est la corruption interne, l'absolutisme du pouvoir change la façon d'exercer le pouvoir. Et ce qui vient d'être dit, c'est quoi d'autre que le constat qu'on peut utiliser son pouvoir autrement que la raison pour laquelle il nous a été confié. Nous avons l'exemple, puisqu'on parle de lanceurs d'alerte, topique, c'est Snowden, qui va venir dénoncer le fait que la NSA ait surveillé massivement les Américains avec des fonds donc accordés par le Congrès américain pour la lutte antiterroriste, il faut être clair. Et ça va être utilisé de manière beaucoup plus générale sur toute la population. Ça va être détaché de la raison pour laquelle le peuple a donné ce pouvoir à cette agence. Et Snowden, toujours poursuivi aux États-Unis, je le rappelle, il est alors justement, encore à l'heure actuelle. Mais il serait aussi en France. Il le serait aussi. D'après nos lois à nous, il le serait aussi. Bien entendu, parce qu'on a voté une loi sur les lanceurs d'alerte en 2016. Qui est bien. Alors, Transparency, l'agence, là, a dit que c'était une superbe loi, etc. Elle est effectivement très bien pour les personnes privées. C'est-à-dire, les personnes privées, maintenant, un salarié va pouvoir, avec un anonymat, garantie aucun risque de licenciement, dénoncer, par exemple, les agissements de son patron qui seraient contraires aux lois, etc. Mais alors, pour ce qui est des agents publics, le progrès est néant. Est exclu de la loi sur les lanceurs d'alerte le fait de, justement, dévoiler une information couverte par le secret défense. Ça vous donne à peu près l'idée. Ça veut dire que Snowden, il n'aurait aucune excuse, il ne serait pas un lanceur d'alerte reconnu par la loi de 2016 en France. Il serait poursuivi de la même façon. Loi dite Sapin 2, parce qu'il en avait une auparavant, sur transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique, ce qui est une manière effectivement d'intervenir au sein de l'entreprise si on juge qu'il y a des pratiques. Le cas Irène Frachon, qui est en pleine actualité chez nous aussi, là, actuellement, avec le procès du Mediator. Il faut un certain courage, comme on le sait, de la part des lanceurs d'alerte, car la protection n'est pas garantie non plus. Plus de 10 ans, on arrive au procès, plus de 10 ans après sa première dénonciation. Mais encore une fois, il n'y a pas que le problème du lanceur d'alerte et comment on le protège, il y a aussi qui l'écoute. Il y a eu nos plus grands scandales de ces dernières années sanitaires, l'amiante, le sang contaminé, le Mediator. Il y a eu plein de lanceurs d'alerte. Il n'en a pas manqué, il y en a eu plein. Simplement, si vous décidez de faire la sourde oreille, s'il ne se passe rien derrière, ça ne sert à rien d'avoir des procédures qui assurent la sécurité des lanceurs d'alerte si on ne les écoute pas.
Donc on en retient de ce que vous dites qu'en fait c'est plus difficile pour le côté public, alors que le privé commence à connaître une certaine protection chez vous. Où en est-on avec les lanceurs d'alerte au fait en Belgique? Vous avez des lois comparables à notre loi Sapin 2 de 2016? Nous, on n'est encore nulle part. Nous, on n'a pas encore réglé du tout ce problème-là. Alors, peut-être, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la question des lanceurs d'alerte, ou en tous les cas de la protection potentielle des lanceurs d'alerte, aux États-Unis, elle existe depuis le début des années 80. Et justement, elle a d'abord concerné les acteurs publics et pas les acteurs privés. Et puis, début des années 2000, avec le scandale Enron, une nouvelle loi a été votée qui, en effet, permet une protection accrue des lanceurs d'alerte aussi pour le secteur privé, avec la possibilité pour le lanceur d'alerte d'être rémunéré à hauteur de 3 à 10% de la hauteur, enfin du total de l'amende imposée si l'amende est supérieure à 1 million de dollars. Alors je pense qu'en Europe, la question de la dénonciation a toujours eu une teinte assez particulière parce que vu l'histoire que nous avons vécue, la dénonciation a toujours été connotée aussi comme de la délation. On est en train de petit à petit sortir de cette réflexion-là, mais ça fait 15 ans qu'on est en train de le vivre, et je pense que les premiers lanceurs d'alerte individuels l'ont vécu avec, en phase 2, il ne faut pas le négliger, des acteurs économiques souvent extrêmement puissants avec des armes de défense extrêmement importantes. Alors évidemment, on peut les comprendre. Quand on lance une alerte dans un secteur particulier, il ne faut pas s'étonner qu'après tout le secteur ne veut plus vous engager, puisque vous êtes, entre guillemets, considéré comme un traître. D'où une nouvelle apparition, un nouveau mouvement qui se fait jour depuis une dizaine d'années aussi, c'est des lanceurs d'alerte collectifs. Alors je pense évidemment à certaines associations que vous connaissez tous bien et qui ont quand même porté, entre autres en France, des anticorps, par exemple, qui sont quand même extrêmement actifs et qui bougent bien et qui arrivent à des résultats. Mais pas que. Le fameux consortium de journalistes qui est à la hauteur, international pour le coup, à l'origine d'un ensemble de dénonciations, les LuxLeaks, les SwissLeaks, les Panama Papers, etc., sont des acteurs collectifs. Ce que moi je trouve intéressant dans cette évolution-là, c'est deux choses. La première chose, c'est que je pense que collectivement, on est toujours plus fort qu'individuellement, et que donc on arrive à faire passer des messages de manière plus forte que quand on est un individu isolé. Et deuxièmement, je pense que ce qui est intéressant, c'est que les canaux ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que justement, les premiers lanceurs d'alerte, ceux qui donnent de l'information au consortium, sont toujours évidemment des individus, mais ils décident de le donner à la presse, aux médias. Et quelque part, ils ne font plus confiance aux instances officielles. Ils ne s'adressent pas directement à la justice, c'est vrai, c'est un point. Je trouve que la question démocratique, là, ou en tous les cas, la confiance que ces citoyens peuvent avoir dans leurs institutions, semble quand même assez érodée. Ouais. Et il me semble que ça, c'est quand même une évolution qu'on voit aussi. Mais par ailleurs, dans vos travaux, Karla Nagels, on va y revenir, vous dénoncez, vous aussi, cette réactivité peut-être un peu insuffisante de la réaction pénale. Hein. On va peut-être le redévelopper, mais Marc Trévidic, sur cette évolution qui est plutôt positive, il se passe quelque chose. Première chose, oui, mais regardons bien, il y a... Lanceur d'alerte, c'est l'idée que pour l'intérêt général, et quelqu'un va dénoncer quelque chose. On va soulever quelque chose, oui. Et si on le lie à la démocratie, c'est pas le problème d'un banquier qui vient dire il y a de la fraude fiscale. Ça, c'est la dénonciation d'un crime ou d'un délit. On appelle ça un lanceur d'alerte. Ça me fait doucement rigoler. C'est pas ça. Le lanceur d'alerte, pour moi, c'est quelqu'un dans une démocratie qui va venir dire le pouvoir exécutif ou une des autorités constituées ne respecte pas la loi, ne respecte pas la démocratie, et je lance l'alerte par rapport à ça. C'est-à-dire, on mélange un peu ce qui est de la logique même, qui est de dénoncer les crimes et les délits qu'on constate. Et d'ailleurs, c'est une obligation pour tout agent public en France, c'est l'article 40 du Code de procédure pénale. Et on nous mixte tout ça. Et au total, évidemment que l'État est intéressé pour se faire de l'argent
Parce que le banquier, on lui dit vous ne serez pas poursuivi pour violation de secret professionnel si vous dites que votre patron banquier, eh ben, il favorise de la fraude fiscale. Donc résultat des courses, ben, très bien, il aura même une prime sur l'argent que l'État va récupérer. Oh, c'est pas difficile, mais quand on demande à l'État de permettre un système qui fait que en interne, par exemple un agent de la DGSI, qui constate qu'on utilise la loi sur le renseignement, qu'on a mis sur écoute ou qu'on a sonorisé quelqu'un qui ne doit pas l'être. Parce que ça ne se rattache à aucun des secteurs où on peut surveiller. Par exemple, ce n'est pas un terroriste. On n'est pas, voilà. À qui peut-il s'adresser, cet agent? Alors, la procédure est incroyablement complexe. Il ne peut s'adresser qu'à une commission qui est spécialisée, dont le rôle, justement, est de surveiller des... Mais qui est interne. C'est une commission qui a été créée, lors de la loi sur le renseignement, qui doit superviser, contrôler l'activité de renseignement. Cette commission, donc l'agent de la DGSI, il y a le secret défense, il peut s'adresser qu'à cette commission. Il n'a pas le droit de donner l'alerte autrement. Pas le droit. Cette commission elle-même... S'il le fait, c'est un délit. Tout à fait. Cette commission elle-même, alors même si lui a constaté un crime ou un délit, c'est-à-dire un délit, le fait de sonoriser l'appartement de quelqu'un alors qu'il n'y a aucune raison légale, on n'est pas dans un motif légal, est une infraction pénale. Cette infraction pénale, il n'a pas le droit de la porter directement à la connaissance du procureur dans la loi sur le renseignement. Il la donne à cette commission. Comme c'est une activité de renseignement, l'activité est classifiée secret défense. La commission elle-même ne peut rien en faire. Elle ne peut pas le dire directement au procureur. Si elle le dit, elle ne peut donner aucun document, aucune information classifiée. Donc, on retombe dans le système de déclassification. On va demander, elle peut saisir la commission qui est chargée de ce problème de déclassification, qui donnera un avis. Et après, cet avis viendra au Premier ministre et qui sera le seul à pouvoir déclassifier l'information. Donc, on a quelque chose qui est complètement opaque, qui fait que, évidemment, il n'y a jamais aucune alerte qui est donnée par quelqu'un qui travaille dans un service de renseignement, simplement pour nous dire, ah ben attendez, on est en train de déconner, comme la NSA, on surveille illégalement plein de gens. Donc Snowden serait condamné en France. D'accord. Alors cet agent de la DGSI, au fond, il a sans doute intérêt à s'adresser au consortium international des journalistes ou à passer, comme nous le dit Karla Nagel, par d'autres canaux. Rendre public illégalement, bien entendu, voilà. Et anonymement, et parfois la seule il a de meilleures chances d'aboutir. Droit d'alerte. Et la loi Sapin 2 interdit de passer directement à la publication. Elle dit qu'il faut s'adresser au supérieur hiérarchique. S'il ne fait rien, il faudra s'adresser à la justice ou à l'autorité administrative. S'ils ne font rien, enfin, on peut saisir la presse. Vous voyez. Ouais. Alors, quel est le contrôle social souhaitable pour ce que vous appelez, vous, des illégalismes de droit? C'est une formule assez claire, assez forte, Karla Nagel. Alors, ce n'est pas moi qui appelle ça comme ça, c'est Michel Foucault. Pardon, on le lui rend. Voilà, on va lui rendre ce qui lui appartient quand même. Alors, l'idée des illégalismes, donc du concept d'illégalisme, c'est de sortir du débat tout compte fait relativement stérile entre ce qui est illégal juridiquement parlant, parce que c'est dans une loi écrite en tant que telle, et ce qui est potentiellement ou éthiquement inacceptable, mais tout à fait toléré, ou pas toléré, mais en tous les cas pas illégal. Pour dire qu'en fait, chaque acteur social, vous, moi, tout le monde, et chaque groupe social, quelque part, a un rapport particulier à la loi, un rapport extensible, que parfois il la respecte, parfois il ne la respecte pas, qu'il respecte certaines choses et d'autres pas, etc. Et que donc, il faut le voir comme un objet, un rapport social, le rapport qu'on a avec des pratiques. Et vous voulez dire le rapport que chacun d'entre nous a aussi avec cette vision de la justice Alors, un illégalisme de droit, contrairement aux illégalismes de biens, puisqu'il fait la distinction entre les deux, c'est justement toute cette part d'illégalisme dont la particularité est de jouer avec le droit et de jouer avec les lois. Par exemple, on sait bien que entre la fraude fiscale et l'évitement fiscal, il y a souvent une virgule. Et quand je dis une virgule, c'est vraiment une virgule qui sépare le fait qu'on interprète une chose comme un évitement. Nous appelons ça l'optimisation. Ou l'optimisation fiscale. C'est ça. Hein, que les mécanismes qui sont utilisés sont souvent ceux qui on essaye de trouver ce qui n'est pas tout à fait interdit dans la loi jusqu'à la preuve du contraire. Donc on joue avec les règles de droit. Et
dans les matières sur lesquelles moi je travaille, l'économie, enfin la délinquance économique et financière, une des particularités est de beaucoup jouer avec le droit, avec les lois, quelles qu'elles soient environnementales, qu'elles soient autres, et de trouver des astuces pour les respecter. J'aimais bien la formule hier du musicologue, enfin du chef d'orchestre qui disait il ne faut pas respecter la partition à la lettre, il faut en respecter l'esprit. Et je trouve que c'est une belle analogie avec le domaine sur lequel je travaille, parce que souvent des gens disent mais moi je respecte la loi à la lettre, oui, mais ils n'en respectent pas l'esprit. Ou en tous les cas, ils ne respectent pas l'esprit du législateur à ce moment-là. Oui, avec une difficulté supplémentaire, c'est que ce sont ces gens-là, donc ceux en l'occurrence de la finance auxquels vous vous intéressez, connaissent fort bien la loi et savent la contourner, ont peut-être des armes que n'a pas le citoyen lambda. Peut-être le souligner. Ils sont bien conseillés, en tout cas. Ils ont les avocats qu'il faut. Ils ont des cabinets d'avocats conséquents bien armés. Savent pondre 250 pages de conclusions qu'un procureur va devoir lire tout seul comme un grand. Ça fait partie du jeu. Le dimanche soir, parce que le lundi, on recommence. Ouais. Donc il y a en effet, je pense, inégalité des armes. Bien sûr. Marc Trévidic. Effectivement, les deux... Le secteur vraiment difficile aujourd'hui, il faut bien comprendre ça, c'est cette frontière très fine entre, par exemple, ce qu'on va appeler le lobbying et la corruption. Les deux ont pour but d'entraîner le décideur public à prendre une décision dans leur sens, dans leur intérêt privé à eux. Le lobbying va être admis, va être considéré comme légal jusqu'à quel niveau ? Quel niveau de... est-ce que faire un congrès, inviter à l'autre bout de la terre certaines personnes, etc. Est-ce que déjà on a versé dans la corruption ou pas ? Est-ce qu'on est dans le lobbying, l'échange, je dirais, d'idées, l'information de nos gouvernants ? Même chose entre le conflit d'intérêts et la prise égale d'intérêt. Un juge va devoir se demander, est-ce qu'on est passé dans le délit pénal prise égale d'intérêt alors qu'on est déjà dans un conflit d'intérêts objectif. Ce sont des frontières très difficiles sur lesquelles, évidemment, on joue. Il y a des discussions, il y a des revirements de jurisprudence, etc. Et puis, il y a surtout l'opinion publique. Je crois que c'est quelque chose dont vous pourriez nous parler. C'est-à-dire que l'opinion publique, jusqu'où elle admet, finalement, cette espèce de corruption larvée ou de conflit d'intérêts larvé, jusqu'où est-ce qu'elle admet que nos gouvernants puissent être à la limite... Déraper un peu. Déraper un peu, parce que c'est une question de moralité publique. Un peu ou beaucoup. Et là, on constate qu'il y a une permissivité, il y a une tolérance assez étonnante de l'opinion publique. Est-ce que je peux prendre un exemple ? Je crois que tout le monde peut-être l'a déjà en tête. Je parle d'une affaire jugée, Patrick Balkany, jugé, condamné. Il y a appel quand même. Il y a appel, pardon, monsieur le bon le juge. Il est présumé innocent jusqu'à la fin de tout le processus judiciaire, donc un petit bout de temps encore. Il n'empêche que tous les sondages, mais rapides, qui ont été faits pour des journaux télévisés ou autres, auprès de la population de sa ville, en général, les réponses sont « mais c'est un bon maire, il n'y a pas de problème et il n'est pas impossible qu'on ait envie de le réélire s'il se représentait ». Ça pose problème, ça, pour vous ? Est-ce que c'est dans le cas que Marc Trévidic vous soulignez ou pas ? Évidemment, ça veut dire que les gens, dans une démocratie, est-ce qu'ils sont prêts ? Alors, prenons même un homme politique condamné, définitivement, mais qui n'aurait pas une interdiction oui. Voilà. Est-ce que les gens le revoteraient pour lui en estimant que ce n'est pas grave qu'il soit corrompu ? Donc, je parle de quelqu'un qui aurait été condamné définitivement. Mais s'il a bien fait son métier de politique, par exemple. Non, mais est-ce qu'ils vont mettre la vertu, l'honnêteté au-dessus ? Est-ce que ça va être une vertu cardinale par rapport à d'autres sortes d'efficacité ? Ou est-ce que non ? Et c'est quand même quelque chose qui est important. Oui. Est-ce que le peuple est moral, lui aussi, dans une démocratie ? C'est ça la question. Carla Nagels, vous travaillez aussi là-dessus. Alors, moi, je ne vais pas m'exprimer en termes de c'est bien ou c'est mal, mais je vais vous livrer ce que les recherches tendent à démontrer, c'est qu'il faut distinguer évidemment le fait qu'un homme politique... Et alors, juste la boutade, Alain Juppé, il a quand même été condamné aussi. Donc voilà, vous avez quand même failli l'avoir comme président. Donc, et il est maire de Bordeaux. Donc, vous voyez, je veux dire, on a plein d'exemples qui témoignent
du fait que les citoyens continuent à accorder leur confiance dans des hommes politiques qui, par ailleurs, ont eu des démêlés avec la justice. Oui, mais la réponse peut être aussi qu'il a purgé sa peine, c'est le terme convenu. Bien sûr. Exactement. Bien Donc il a le droit à reprendre sa vie de citoyen bien normal. Sûr, bien sûr. D'accord. Sachez qu'aux États-Unis, on est destitué à vie Voilà. Mais sous Cicéron, c'était la peine de mort pour la corruption. Non, mais si non, mais c'est pas ça que je C'était réglé, on n'avait pas revenir. Je ne veux pas dire ça. Et on ne revenait pas en politique. Bon, alors, ce que je veux dire, c'est qu'apparemment, les citoyens, évidemment que les valeurs et le respect de l'intérêt général restent des valeurs que les citoyens soutiennent, c'est clair, mais ils en soutiennent d'autres. Ils sont aussi beaucoup plus pragmatiques. Et donc, quand ils élisent quelqu'un, évidemment que ça va rentrer en ligne de compte, mais d'autres choses vont rentrer en ligne de compte aussi. Par exemple, le fait que c'est quelqu'un qui est de la même couleur politique que vous ou pas. S'il est de la même couleur politique que vous avez plutôt tendance à le pardonner plus facilement que s'il ne l'est pas. Vous allez me dire, là c'est un problème, puisque quelque part quand on élit quelqu'un, par définition on va prendre quelqu'un qui est de la même couleur politique que nous, sinon les élections n'ont pas beaucoup de sens. Vous allez avoir un raisonnement aussi pragmatique. En effet, Monsieur Balkany, qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour ma ville, eh bien, il a fait des choses intelligentes, il a fait ceci, cela. Donc, il fait des choses avec lesquelles je m'accorde. Et donc, ils ont un raisonnement qui fait que, en fait, ce qu'ils accordent au fait que les hommes politiques sont vertueux, parce que c'est en fait là-dessus que ça porte, passe à l'arrière-plan. Et l'exemple des États-Unis est quand même très, très remarquable. Ça veut dire que les États-Unis ne supportent pas la corruption, un homme politique corrompu, il va, etc., être destitué, sauf qu'ils admettent parfaitement que le puissant lobby des armes paie la campagne électorale d'un, etc., et que l'autre lui rende des services derrière. Donc, si vous voulez, c'est où justement la notion de corruption dans cette histoire-là? Comment ça s'appelle exactement à ce moment-là? Mais moi je ne dis pas qu'ils ont raison. Je dis juste que les recherches démontrent que les gens réélisent systématiquement des hommes politiques qui ont eu des problèmes avec la justice. Et donc, ça a quand même interrogé les chercheurs. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour... En effet, qu'est-ce qui fait que les personnes, les citoyens continuent à trouver ou à émettre leur vote en faveur de quelqu'un qui pourtant a eu des démêlés avec la justice? Et ce que les recherches ont démontré, c'est que l'élément moral est un élément pris en considération, mais il n'est pas l'élément essentiel quand on va voter pour quelqu'un. Oui. Alors, question peut-être un peu plus profonde encore, je voudrais avoir votre avis à tous les deux. D'où vient la corruption du pouvoir? Est-ce que c'est la puissance qui provoque la corruption à terme? Parce que peut-être que des gens qui ne l'étaient pas du tout ont cédé aux sirènes, peut-être aux appels des lobbies, ou voire des corrupteurs plus violents. Qu'est-ce qui fait qu'un pouvoir est corrompu, de votre point de vue? Un pouvoir ou une entreprise? On n'a pas parlé des entreprises, on aurait pu aussi. Il y a trois raisons. Il y a d'abord effectivement la corruption externe, c'est-à-dire le fait de corruption active, comme on l'appelle, de proposer de l'argent, quelque chose à quelqu'un qui a du pouvoir. Et s'il y a un manque de contrôle, l'être humain étant ce qu'il est, c'est pour ça que je reviens toujours au contrôle, notamment la justice, qui si elle faisait bien son boulot et arrivait à faire bien son boulot, il y aurait moins de phénomènes de corruption. Oui, ça peut être l'incertitude de l'impunité, je ne l'ai pas dit, effectivement. Le deuxième, c'est de se sentir tout puissant, c'est-à-dire que de n'avoir absolument aucun contrôle, et en interne, même si on ne tente pas de vous corrompre de l'extérieur, à partir du moment où on estime qu'on a tous les droits et qu'on peut faire ce qu'on veut, l'être humain étant ce qu'il est, encore une fois, voilà. Et le troisième, c'est une société qui ne fait pas attention à tout ce qui est conflit d'intérêts. C'est-à-dire que c'est quelque chose de larvé, mais qui est très fort en France. Alors, on a beau voter une loi en disant que le lobbying, c'est ça, et que prise d'égard d'intérêt, dans les 5 ans, on ne pourra pas aller bosser pour l'entreprise qu'on a eue sous surveillance, etc. La réalité, c'est dans les cabinets ministériels, il y a plein de lobbyistes, de plus en plus, des gens qui viennent de sociétés de lobbying. Vous dites de plus en plus? Bien sûr, des gens qui viennent de sociétés de lobbying et qui vont se retrouver des directeurs de cabinet et tout ça, de ministres, et qui après repartiront dans leur société d'origine. Donc on ne peut pas, dans cette condition, imaginer une seule seconde qu'il n'y ait pas
des conflits d'intérêts majeurs. Et ça, c'est quelque chose de très pernicieux. On a du mal à le saisir d'un point de vue pénal, mais ça noyote complètement le système de la décision publique. Oui. D'où vient la corruption du pouvoir, Karla Nagels? Impunité, puissance, ou ce qui vient d'être dit? Je vais peut-être... je trouve que c'est une question évidemment éminemment difficile. D'où vient la corruption du pouvoir? Je pense qu'en effet, si je dois rebondir sur ce que Marc vient de dire maintenant, je vais prendre un terme assez générique, mais les élites, ça circule. Et donc, c'est souvent des personnes, si on prend des individus, qui ont un parcours social relativement similaire, qui ont... c'est peut-être plus vrai aujourd'hui pour les hommes politiques qu'il y a 50 ans, mais pour la haute administration, pour les chefs d'entreprise, etc., si on prend ça comme des personnes en fait, qui viennent du même univers social. On est dans l'entre-soi. On est dans l'entre-soi. Et en fait, quand on est dans l'entre-soi, on bouge. On bouge aussi dans l'entre-soi, c'est ce qu'il vient c'est à quoi il fait allusion maintenant. Et en effet, on passe de l'un à l'autre. Et dans les secteurs sur lesquels je travaille, évidemment, c'est des contrôlés qui sont après contrôleurs, qui changent de statut. Il y a énormément de fonctionnaires, de contrôleurs fiscaux qui travaillent après dans des cabinets d'avocats fiscalistes qui évidemment connaissent la moitié de l'administration puisqu'ils y ont travaillé, ont souvent gardé des bonnes relations, etc. Et donc en fait les informations circulent de manière informelle souvent et créent des alliances qui peuvent être des alliances. Monsieur Cahuzac en étant un bon exemple aussi, tout compte fait. Parfait exemple, en effet. Attention, quand on dit d'où vient la corruption du pouvoir, nous ne sommes pas en train de dire tous les pouvoirs sont corrompus. Non. C'est pas ce que nous disons. Mais simplement, pour qu'il y ait une corruption, il faut qu'il y ait quelque chose de sain à l'origine. Dans un régime qui est complètement corrompu, une dictature où de toute façon il faut payer pour avoir une charge, puis après on fait payer à ceux en dessous parce qu'il faut bien se rembourser de ce qu'on a dû payer au chef de l'État tout est corrompu, et on connaît des sociétés comme ça, où ça se finit dans la rue avec un policier qui a du bas de chiche sur un marché. Bon, donc là, voilà. La France, un système démocratique sain. Donc la corruption, c'est le fait de corrompre cette chose saine. Et donc on essaye de voir de quelle façon ces choses saines peuvent être corrompues. Donc à la base, le système est sain intellectuellement, la démocratie. Mais tous ces systèmes-là qui vont, je dirais, faire que des intérêts privés vont prédominer, hein, finalement. C'est jamais que ça. Et là, je défie dans la société française quelqu'un de dire que c'est sain d'avoir ce mélange je dirais, de gens qui passent d'un univers à l'autre, mais qui viennent finalement au pouvoir politique à mi-temps, alors qu'ils étaient dans la haute finance avant, et qui veulent retourner après. Qui vont y retourner. Et comment ils vont faire prédominer l'intérêt général, alors qu'ils sont tellement marqués par un intérêt particulier au départ. On progresse un peu quand même, Marc Trévidy. Corruption des fonctionnaires étrangers. On a connu des affaires, des affaires marquantes en France, dont on a reparlé encore très récemment, l'affaire de Karachi. Enfin, oui. Alors, d'autres que vous devez connaître. Ce qu'il faut savoir, parce qu'on a quand même fait des progrès. Et là, c'est fini ça. Ce n'est qu'en 2000 qu'est devenu une infraction pénale en France le fait de corrompre un agent étranger. C'est dingue, mais c'est la vérité. Avant, on avait le permis de le faire. On pouvait payer un fonctionnaire étranger. C'était pas une infraction pénale en France. On pouvait pas. C'était une infraction de corrompre un agent français, de soi-même de retirer évidemment de l'argent des rétrocommissions, etc. Mais le fait d'aller payer des Pakistanais pour avoir un marché public, etc., n'était pas pénalement répréhensible avant 2000 en France. C'est une convention. Donc c'était du lobbyisme. Voilà, on admettait tout à fait. Donc il y a quand même eu des progrès de ce point de vue-là. Maintenant, voilà, on voit bien que la morale, le niveau de moralité augmente quand même. Dans notre société par rapport à ces problèmes de corruption. Allez, encore un élément positif de votre côté, Karla Nagels. Dans quel domaine progresse-t-on sur ces sujets que vous observez déjà depuis plusieurs années? Je pense en effet qu'au niveau législatif, on progresse, pas à la même vitesse dans tous les pays, mais on progresse de manière générale. On progresse aussi au niveau des instances internationales qui imposent
à l'ensemble des pays faisant partie de leur instance un certain nombre de règles à respecter, dont celles anticorruption qui sont quand même relativement puissantes. Alors après ça, évidemment, c'est bien d'avoir des règles, encore faut-il avoir les moyens pour qu'elles soient respectées. Et là, je suis peut-être plus sceptique parce que, vu l'état de délabrement dans lequel se retrouvent beaucoup de systèmes judiciaires, et même des systèmes de police et de contrôle, qui sont quand même les premiers en général à être ceux qui doivent recevoir des informations, que ce soit les administrations, mais la police est une administration aussi. Et la justice, je pense qu'on peut se poser un certain nombre de questions sur les moyens dont elle dispose, l'efficacité de l'application de ces règles. Et de ce côté-là, nous sommes un peu pareils, hein, France et Belgique. Tout à fait. Mot de la fin pour vous. Bon, voilà, je ne sais pas ce que tu as. Tout à fait, ça nous va bien. Compte de la troisième démocratie. Merci à tous les deux. Vous revenez évidemment tout à l'heure pour les débats.